c'est une vaste armée de poterie qui est lentement déterrée du tombeau où elle repose depuis plus de 2000 ans. Pendant un demi-siècle, l'armée de terre cuite est restée une merveille silencieuse. Des milliers de guerriers grandeur nature figés en formation, gardant le tombeau du premier empereur de Chine. Mais au début de l'année 2025, une découverte choquante a bouleversé tout ce que les archéologues pensèrent savoir. Il devient clair pour l'équipe de recherche que ces statues ont été sculptées, puis enterrées comme une armée pour protéger l'empereur dans l'au-delà. Ce qu'ils ont découvert n'était pas qu'un autre artefact. Cela suggérait un agenda caché, une raison bien plus sombre derrière la création de l'armée. Vraiment avoir une autre stimulation culturelle. C'est une idée tellement importante. Et si les avertissements sont vrais, nous avons lu cette histoire de manière incorrecte. La découverte accidentelle. C'était les derniers jours de mars 1974. Le soleil frappait fort sur le plateau de l'Ouest, transformant les terres agricoles autour du village de Xi'an en une terre craquelée et friable. Environ 35 km à l'est de Xi'an, les puits étaient à sec et les champs de millet se transformaient en poussière. Il n'y avait pas de plan de secours ici, juste des agriculteurs, de la terre et l'espoir que la pluie viendrait. Mais quand cela n'a pas fonctionné, Yang Jifa, alors âgé de 41 ans, a rassemblé 6 de ses frères et voisins, saisi quelques pelles et choisi un morceau de terre juste à l'extérieur de leur maison de village. Ils n'essayaient pas de faire l'histoire. Ils essayaient juste de trouver de l'eau. Ils ont creusé 1 mètre, puis 2. Toujours rien. Juste de la poussière, de la chaleur et un silence obstiné venant du sol. Mais ensuite, à environ 5 mètres, la pelle de Yang a heurté quelque chose de dur. Il pensait que c'était juste un rocher jusqu'à ce qu'il brosse la terre et soulève un éclat incurvé d'argile. Cela ressemblait à de la poterie. Ce n'était pas trop inhabituel. La région avait vu des siècles de vie et de mort. Mais ensuite sont venues les tuiles, puis une pointe de flèche en bronze, sa surface toujours recouverte de la patine vert pâle du temps. Les hommes riaient nerveusement et plaisantaient qu'ils avaient perturbé une ancienne tombe. Mais ils ont continué à creuser, et c'est là que tout a changé. Le frère cadet de Yang a sorti quelque chose de la terre, quelque chose qui les a tous figés sur place. C'était une tête, grandeur nature, étrangement réaliste, sculptée avec une expression sévère et un chignon qui semblait prêt à se balancer dans le vent. Ce n'était pas une simple idole de temple, on aurait dit une vraie personne figée dans la terre cuite. En creusant plus large, d'autres morceaux sont apparus. Un torse, une main en pierre tenant toujours les restes d'une arme perdue depuis longtemps. Tout ce qu'ils avaient retrouvé, c'était énorme. Et c'était différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Les nouvelles sont arrivées au musée du comté de Lintong le jour suivant. Le conservateur et archéologue Zhao Kangmin est allé le voir lui-même à bicyclette. Au moment où il a vu les fragments, son cœur a bondi. Les plaques d'armure, l'artisanat, c'était indéniable. C'étaient des guerriers de la dynastie Qin, âgés de 2000 ans. Zhao nettoya ce qu'il pouvait, emballa quelques échantillons et envoya un message urgent à l'équipe d'archéologie provinciale du Shaanxi. C'était risqué. La révolution culturelle battait encore son plein et les reliques anciennes n'étaient pas exactement encouragées. Mais il savait que cette découverte ne pouvait pas attendre. Début mai, le site est devenu très animé. Les archéologues, les soldats et les ingénieurs ont commencé à creuser la terre. Ce qui a commencé comme un puits sec s'est transformé en une tranchée de plus de 230 mètres de long et 62 mètres de large, assez grande pour accueillir un porte-avions moderne. La tranchée est devenue connue sous le nom de Fosse 1 et à l'intérieur se trouvaient des rangées et des rangées de soldats en argile alignés en formation. Leur armure était détaillée, leurs cheveux étaient attachés proprement, des chevaux de guerre et des traces d'anciens chariots en bois les entouraient. Des enquêtes ultérieures compteraient près de 6000 soldats dans cette seule fosse. Les villageois, qui s'inquiétaient autrefois de la mort des cultures, regardaient maintenant les bulldozers passer devant leurs champs. Les conservateurs sont intervenus, enveloppant les membres brisés dans de la gaze comme des médecins sur un champ de bataille. Et à mesure que chaque visage était déterré, quelque chose devenait clair. Aucun d'entre eux n'était pareil. Certains avaient l'air jeunes, d'autres semblaient usés par le temps. Chaque guerrier avait une expression, une coiffure et même une posture distincte. Ce n'étaient pas juste des statues, c'étaient des individus. Vestiges d'une véritable armée. Et bien que la peinture ait pour la plupart disparu, des traces de rouge et de noir s'accrochent encore aux plaques d'armure, prouvant que ces soldats se tenaient autrefois en couleur vive avant que la terre ne les prive de vie. La découverte a transformé Xi'an du jour au lendemain.
Les agriculteurs ont reçu une compensation unique de 300 yuan, soit environ 50 dollars américains à l'époque. Yang Zifa lui-même a ensuite été embauché pour signer des souvenirs au musée qui a été construit directement sur le site en 1979. Le chemin poussiéreux du village est devenu une route d'entrée pavée. Les touristes ont remplacé les charrettes à bœufs et le Conseil d'État chinois a officiellement reconnu la région comme un trésor national. Mais pour les archéologues, ce n'était pas seulement une merveille locale. La découverte a ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand. Le mausolée longtemps perdu de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. À l'époque, cependant, cette histoire plus vaste est restée enfouie. En 1974, l'équipe se concentrait sur la sauvegarde de ce qu'elle avait déjà découvert. Ils ont travaillé rapidement pour soutenir les tunnels qui s'effondraient, enregistrer chaque motif de toit en bois et traiter les armes avant que l'exposition à l'air ne puisse les ruiner. Et juste au moment où il semblait qu'ils avaient tout vu, d'autres fosses ont été découvertes. Officiers, archers agenouillés avec des arbalètes, chevaux grandeur nature avec des muscles saillants et des narines évasées. Tous disposés comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait jamais. 3 autres fosses ont émergé d'ici la fin de l'année. Chacune a révélé un autre niveau de précision, de stratégie et d'échelle que personne ne pensait possible à cette époque. Et alors que les archéologues étudiaient chaque figure, une question revenait sans cesse. Qui était l'empereur assez puissant pour construire une armée souterraine de milliers d'hommes et pourquoi en avait-il besoin dans la mort? Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, est né en 259 avant notre ère dans un monde déchiré par la guerre. À cette époque, la Chine n'était pas un pays uni. C'était un ensemble chaotique d'États en guerre, chacun luttant pour le pouvoir. Mais à l'âge de seulement 13 ans, il est devenu roi de l'un de ces États, le Royaume de Qin. C'était une terre difficile et disciplinée, connue pour son armée puissante et ses lois strictes, et sous son règne, Qin est devenu imparable. Au cours des 2 prochaines décennies, ses armées ont traversé le pays, écrasant les rivaux à l'est, au sud et au nord. Puis, en 221 avant notre ère, tous ses ennemis se sont inclinés devant lui. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les vallées fluviales que nous appelons maintenant la Chine étaient sous le contrôle d'un seul homme, et il s'est donné un tout nouveau titre, le premier empereur. Mais conquérir la carte ne lui suffisait pas. Qin Shi Huang ne voulait pas seulement diriger, il voulait tout transformer. Il a ordonné que tout le monde à travers l'Empire, qu'ils vivent près du fleuve Jaune ou près de la mer de Chine méridionale, utilise les mêmes pièces, les mêmes poids et même les mêmes bâtons de mesure. Il a donc introduit des ensembles de poids en bronze, établi une longueur standard pour une règle appelée le Qi et créé des pièces de monnaie rondes uniformes avec des trous carrés. Les essieux de chariot ont été standardisés pour que chaque wagon puisse rouler sans problème sur les routes de l'Empire. Il a même remplacé les dizaines de systèmes d'écriture locaux par un seul script écrit. Cela signifiait que les lois et ordres pouvaient désormais voyager d'un bout à l'autre de l'Empire sans besoin de traducteurs. Ensuite, les projets de construction ont commencé. Qin Shi Huang a ordonné que les murs défensifs existants le long de la frontière nord soient reliés entre eux. Ce que nous appelons maintenant la Grande Muraille de Chine a commencé comme sa tentative de repousser les raiders nomades. Dans le sud, un ingénieur nommé Xi Lu a creusé le canal de liaison en l'an 214 avant notre ère, connectant 2 grands systèmes fluviaux et permettant aux expéditions de céréales et aux troupes de se déplacer plus rapidement. Le réseau routier s'étendait sur des milliers de lits, tous mesurés à partir de la ville capitale de Xianyang, avec des bornes kilométriques portant le sceau de l'empereur lui-même. Ces routes ne servaient pas seulement à transporter des marchandises, elles unifiaient une économie massive et donnaient à son armée le pouvoir de frapper partout rapidement. Mais il y avait un côté plus sombre. Qin Shi Huang gouvernait d'une main de fer. Il suivait une philosophie politique appelée légalisme, qui exigeait une obéissance stricte à l'État et punissait la désobéissance avec une force brutale. Les récompenses étaient claires, mais les punitions étaient impitoyables. Si une personne trichait sur ses impôts, toute sa famille pourrait être réduite en esclavage. En 213 avant Jésus-Christ, il a ordonné de brûler les livres qui n'étaient pas conformes à l'agenda de son gouvernement, en particulier les textes historiques. 1 an plus tard, les archives historiques indiquent que plus de 400 érudits qui ont résisté à l'ordre ont été enterrés vivants ou condamnés aux travaux forcés.
Il ne voulait pas seulement contrôler l'avenir, il voulait effacer le passé et faire en sorte que son règne apparaisse comme le seul chemin possible. L'opposition mijotait en coulisses. Une des tentatives d'assassinat les plus célèbres est venue de l'État du nord de Yan. En l'an 227 avant notre ère, un homme du nom de Jingke s'est déguisé en envoyé et a tenté de poignarder le futur empereur lors d'une audience à la cour. Il a échoué, mais cela a profondément secoué Qin Shi Huang. Son obsession pour la sécurité est devenue plus forte, tout comme son obsession pour la mort. Il craignait la mortalité plus que tout. Les récits anciens disent qu'il buvait des potions à base de mercure et avalait de la poudre de jade, espérant qu'il le garderait en vie. Il a même envoyé des navires à travers la mer de l'Est à la recherche d'herbes magiques promettant la vie éternelle. Son envoyé le plus ambitieux, un magicien de la cour nommé Xu Fu, a dirigé 2 expéditions massives entre 219 et 210 avant notre ère. 60 navires transportaient 3000 garçons et 3000 filles, tous jurés de revenir avec la fameuse herbe d'immortalité. Aucun d'eux n'a jamais été revu. Lorsqu'il est devenu clair que la vie éternelle ne venait pas, Qin Shi Huang a proposé un autre plan. S'il ne pouvait pas vivre éternellement dans le monde réel, il régnerait pour toujours dans le prochain. Il a commencé à construire un mausolée juste à l'extérieur de ce qui est maintenant la ville de Xi'an, une tombe si massive qu'on disait qu'elle était de la taille d'une ville. Et en son cœur, il a enterré une armée entière faite d'argile. Archers, cavalerie, généraux, chars et même garçons d'écurie. Chaque statue était presque grandeur nature et aucune n'était semblable. En 2024, les scientifiques ont utilisé la numérisation tridimensionnelle pour étudier les visages des guerriers et ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Pas 2 visages ne sont identiques. Les artisans n'ont pas sculpté des soldats anonymes. Ils ont capturé de véritables structures osseuses, rides et coiffures. Qin Shi Huang ne voulait pas une armée de statues, il voulait une armée d'âmes. Qin Shi Huang est mort en 210 avant notre ère pendant une tournée de son empire, toujours à la recherche de rumeurs sur un médicament qui prolonge la vie. Son règne n'a duré que 11 années, mais les systèmes qu'il a créés lui ont survécu pendant des siècles. Un script, une devise, une loi, un empire. Même le nom Qin est censé remonter à sa dynastie, Qin. Il n'a jamais trouvé le moyen de tromper la mort, mais d'une certaine manière, il a tout de même obtenu ce qu'il voulait. L'empire qu'il a construit a changé l'histoire et l'armée silencieuse qu'il a laissée derrière lui se tient encore debout aujourd'hui, gardant des secrets enfouis profondément sous la terre. Voici l'armée de terre cuite, 8000 guerriers enterrés il y a plus de 2000 ans. Une des plus grandes merveilles du monde. Le tombeau scellé de l'empereur. Juste à l'extérieur de la ville de Xi'an, enfoui sous une colline herbeuse qui s'élève à 76 mètres de haut, se trouve l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Depuis plus de 2000 ans, ce monticule silencieux a caché ce que l'historien ancien Sima Qian appelait autrefois un palais souterrain. Aujourd'hui, la télédétection avancée a confirmé que ce n'est pas une exagération. Sous la surface se trouve une chambre massive, 460 mètres du nord au sud. 390 mètres de large, protégée par des murs de terre profonds et des passages inclinés autrefois utilisés par les ouvriers, puis plus tard par le cortège funéraire qui transportait le corps de l'empereur à l'intérieur. L'ensemble du plan est un miroir de la ville capitale de Xi'an, mais inversé et enterré. Une ville éternelle, conçue pour survivre à la vraie. Les récits historiques disent que plus de 700 000 personnes, dont certains étaient prisonniers, d'autres artisans et d'autres encore soldats, ont passé près de 40 ans à travailler sur ce royaume secret. Ils ont sculpté des salles immenses et de hautes tours de guet et ont construit des quartiers d'habitation entiers, adaptés pour un souverain qui voulait continuer à régner longtemps après sa mort. On disait que des perles avaient été incrustées dans les plafonds pour briller comme des étoiles, tandis que le sol était sculpté en crêtes et vallées, ressemblant au terrain de l'empire qu'il avait autrefois dirigé. Ces tombes étaient des symboles de pouvoir, elles étaient des symboles de richesse, elles étaient des symboles de légitimité politique. Mais au lieu d'eau, les canaux étaient remplis de rivières de mercure liquide, choisies parce qu'ils symbolisaient l'immortalité. Et selon des textes ultérieurs, des pompes mécaniques étaient utilisées pour faire circuler ces rivières de mercure. Pendant des siècles, des histoires comme celle-ci semblaient trop incroyables pour être crues.
Mais des tests récents ont tout changé. Les échantillons de sol autour du tombeau ont montré des niveaux de mercure des centaines de fois plus élevés que la normale, confirmant que ces rivières toxiques pourraient effectivement être réelles. En 2020, une étude LIDAR utilisant des lasers. Des panaches de vapeur détectés s'élevant du monticule, des panaches qui correspondaient aux résultats antérieurs des forages. Ce qui semblait autrefois être une légende poétique ressemble maintenant beaucoup plus à un fait. Et la paranoïa ne s'est pas arrêtée au mercure. Les textes anciens décrivent également des pièges mortels, des arbalètes prêtes à tirer lorsque quelqu'un déplace une pierre, des fosses cachées prêtes à engloutir les intrus, et des pièges chimiques conçus pour éliminer les pilleurs de tombes. Les archéologues modernes prennent encore ces avertissements au sérieux. À ce jour, personne n'a foré dans la chambre funéraire elle-même. Toutes les études sont restées en surface ou ont utilisé des outils non invasifs, car il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais aussi de vies humaines. Au centre de ce complexe souterrain, des récits décrivent un cercueil en bronze reposant sur un lit de pierres précieuses. On dit qu'il est entouré de statues dorées, d'artefacts en jade et de documents officiels gravés sur des bandes de bambou. Certains écrits vont même plus loin, affirmant que des concubines sans enfants et des ministres loyaux ont été enterrés vivants à ses côtés pour le servir dans la mort comme ils l'ont fait dans la vie. Que ces détails soient vrais ou non, personne ne le sait avec certitude. Parce que la chambre funéraire n'a jamais été ouverte, et cela nous amène au problème. À l'intérieur de la tombe, des trésors délicats, des meubles en bois, de la soie peinte, des écrans laqués peuvent encore être intacts seulement parce qu'ils ont été isolés de l'air et de la lumière pendant des milliers d'années. Dès que l'air frais entre, l'oxygène et l'humidité pourraient détruire ces matériaux anciens en quelques minutes. Les scientifiques ont admis qu'ils n'ont actuellement aucun moyen de protéger une chambre de cette taille contre la décomposition rapide une fois ouverte. Alors pour l'instant, ils attendent. Mais attendre ne signifie pas ne rien faire. Les physiciens chinois développent des systèmes de radiographie par muons, une technologie qui utilise les rayons cosmiques pour scanner des espaces souterrains massifs sans forêt. Leurs simulations montrent qu'en plaçant un télescope à côté du monticule, les chercheurs pourraient cartographier l'ensemble de la disposition de la chambre funéraire en 2 mois, en détectant les murs, les vides et même les objets métalliques avant que quiconque ne dérange une seule pierre. En même temps, les ingénieurs testent des robots à fibres optiques ultra fins, des machines suffisamment petites pour se faufiler à travers les fissures existantes dans le sol, collecter des échantillons d'air et capturer des images sans déplacer un seul caillou. Pendant ce temps, les découvertes autour du tumulus continuent d'élargir l'échelle du projet. Le radar à pénétration de sol a révélé des routes, des écuries, des fosses de chars en bronze et des traces de camps de travail s'étendant sur plusieurs kilomètres. Lors d'une récente excavation, des archéologues ont trouvé un cercueil de 16 tonnes censé appartenir au prince Gao, le fils de l'empereur. Elle était entourée de statues de chameaux en or et en argent, des objets jamais vus auparavant dans les tombes de la dynastie Qin. Des découvertes comme celle-ci prouvent que ce n'était pas juste une tombe, c'était une véritable ville souterraine des morts. Chaque recoin cache plus que ce que quiconque n'attendait. Pendant ce temps, l'armée de terre cuite veille silencieusement à 1,5 km à l'est du tumulus. Ils ne sont pas seulement des symboles, ce sont les gardes extérieurs de l'empereur, protégeant encore leur souverain même dans la mort. Chaque jour, les touristes passent devant eux, admiratifs. Et pourtant, la partie la plus importante de tout cela, la chambre funéraire elle-même, reste inexplorée. Alors que les experts pensaient avoir tout vu, le sol a révélé quelque chose auquel personne n'était préparé. Une redécouverte incroyable. En janvier 2025, la Dr Mei-Lin et son équipe sont retournés au bord sud de la fosse Hume, ne s'attendant à rien de plus qu'un travail de routine. Après plus de 15 ans de fouilles minutieuses, elles étaient habituées à découvrir des fantassins, des archers et de temps en temps un char. Fascinant, oui, mais pas inattendu. Donc, lorsqu'un jeune archéologue nommé Jianzhu a tapé son truelle contre un étrange éclat et a aperçu un faible éclat de rouge et de bleu sous la poussière, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Mais ensuite, le fragment a de nouveau capté la lumière. Ce reflet huileux n'était pas en simple terre cuite. C'était autre chose, quelque chose de rare. Un pigment aussi vif ne survit que s'il est scellé presque immédiatement après la cuisson. L'équipe s'est figée,
a élargi la tranchée et a découvert une statue qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis plus de 2000 ans. Ce qui est sorti de terre n'était pas juste un autre guerrier, c'était un général, grandeur nature, lourdement armé et sculpté avec une précision stupéfiante. Il portait une cuirasse couverte de dragons, les écailles se tordant sur sa poitrine dans des motifs que les historiens associent au commandant d'élite sur le champ de bataille. Son armure était encore recouverte de poudre d'azurite et de cinabre, des minéraux bleus profonds et rouge sang utilisés uniquement pour les figures de haut rang. C'était le 11e général confirmé depuis la découverte de l'armée de terre cuite en 1974, et c'était le premier trouvé dans la fosse numéro 1. Les autres avaient été découverts dans les fosses 2 et 3 où des unités de commandement et de cavalerie étaient stationnées. Cela changeait tout. Chaque détail était différent des statues d'infanterie autour de lui. Ses bottes étaient plus épaisses et marquées de symboles de nuages, une représentation visuelle de la puissance dans l'Arkine. Sa couronne était haute et évasée, entourée de plumes moulées et portait encore de minuscules éclats de verre malachite. Le jour suivant, un scanner Raman portatif a confirmé la présence de pigments qui comptaient. Le vernis multicolore était réservé uniquement aux officiers. Les soldats réguliers étaient peints en rouge standard. C'était quelqu'un qui se démarquait pour une raison. 4 chevaux en argile sont apparus ensuite, chacun fabriqué à partir de plus de 90 pièces. Leurs yeux étaient écarquillés, leurs narines dilatées et leurs muscles sculptés avec une tension comme s'ils étaient en pleine charge. Sous la jambe avant d'un cheval, les conservateurs ont découvert un morceau de lac noir d'origine. Il avait survécu grâce à l'humidité stable à l'intérieur de la fosse. Les scans laser ont révélé que ces chevaux étaient chacun 2 cm plus grands que tous les autres trouvés dans la fosse 1. Cela confirmait la théorie selon laquelle ce général commandait une unité spéciale, une colonne de prestige conçue pour impressionner. Alors que l'équipe documentait chaque millimètre en utilisant la photogrammétrie, un scanner mobile de l'université de Tsinghua créait un modèle de nuage de points précis jusqu'au 10e de millimètre. Ce qui ressortait dans les données était le visage du général. Un sourcil était plus arqué que l'autre. Une joue était légèrement plus pleine. Ce n'étaient pas des erreurs. Il s'agissait de traits humains. Cela soutenait une théorie publiée dans la revue Nature en 2022. Les artisans Qin ont utilisé de vraies personnes comme modèles pour les figures de haut rang et n'ont standardisé que les rangs inférieurs. Ce n'étaient pas seulement des statues, c'étaient des portraits. Le pigment racontait une autre histoire. Des scans hyperspectraux suivant une méthodologie de 2024 publiée dans NPG Heritage Science ont identifié 6 peintures minérales distinctes juste sur l'armure. Parmi elles, se trouvait le rare bleu âne mélangé avec du blanc de plomb pour accentuer les ombres. Ce n'était pas une décoration basique, c'était théâtral. La statue aurait brillé de toutes ses couleurs, suffisamment vive pour attirer l'œil à 20 pas de distance. Le contexte comptait aussi. Le général se tenait à seulement 15 mètres d'une tranchée où des archéologues avaient trouvé une cache de déclencheurs d'arbalètes en bronze en 2023. Chaque pièce portait des codes de l'eau et des numéros Qin. Cela impliquait des usines d'armes centralisées et une chaîne logistique sophistiquée pour l'époque. Placer un général si près d'un arsenal n'était pas un hasard. Cela suggérait que la fosse numéro 1 n'était pas juste un rassemblement aléatoire de personnages, mais une formation militaire structurée, complète avec sa propre chaîne de commandement. Pour le docteur Wei Zhang, qui travaille sur le site depuis 1989, la découverte signifiait quelque chose de plus profond. Il a dit que c'était la première fois que l'armée saluait en retour. Il ne parlait pas seulement de l'artisanat. Le motif de dragon sur la cuirasse du général correspondait au motif vu sur les tambours de bronze de Lingnan, une région bien au sud de la capitale Qin. Cela confirmait que la portée culturelle de l'Empire s'étendait plus loin que beaucoup ne l'avaient supposé. Jianzhu, encore étonné par sa découverte, l'a dit le mieux. Il a dit qu'il voyait toujours une armée. Maintenant, il voit son battement de cœur. La nouvelle s'est répandue rapidement. En moins de 48 heures, plus de 8 millions de personnes se sont connectées à une diffusion en direct organisée par le musée du site du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang. Les musées du monde entier, de Berlin à Sao Paulo, ont demandé des scans numériques pour des expositions virtuelles. La statue elle-même ne bouge pas. Elle est lentement conservée dans une tente à azote pour empêcher la peinture délicate de s'écailler. Mais son jumeau numérique fera le tour du monde en ligne plus tard cette année.
Parallèlement, des chercheurs de l'Université de Pékin et de l'Institut de conservation Getty ont commencé à scanner l'armure en utilisant la fluorescence X à faible angle pour étudier les micro-rayures. Ils veulent savoir si les écailles de dragon ont été moulées ou sculptées à la main. Pour le docteur Meilin, ce général est plus qu'un artefact. En grandissant à Xi'an, elle a entendu des histoires selon lesquelles chaque guerrier avait une âme. Debout dans la fosse au coucher du soleil, elle a dit qu'ils creusent avec leurs mains, mais aussi avec leur cœur. Elle a ajouté que cet homme est resté silencieux ici depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, il parle, et nous devons écouter. Et elle le pensait. La saison de fouilles n'est même pas terminée, et le site a déjà révélé des morceaux de pluie en cuivre, un tambour de guerre en bambou et une pointe de flèche en quartz, sans pareil jamais répertorié. Avec plus de 6000 soldats encore enterrés et chaque couche de terre maintenant scannée par lidar guidée par intelligence artificielle, cette redécouverte pourrait être juste le début. Tout a commencé par une fouille tranquille dans un champ. Maintenant, c'est une sensation mondiale. Voyons comment l'armée de terre cuite a conquis le monde. Impact mondial de l'armée de terre cuite. Lorsque les premiers guerriers en terre cuite ont été extraits de la terre dans le Shaanxi en 1974, la Chine n'a pas seulement découvert une tombe, elle a découvert un reflet d'elle-même. Presque du jour au lendemain, l'armée silencieuse est devenue une icône nationale. Les manuels scolaires ont été réécrits, les drames télévisés ont explosé en popularité, et les sorties sur le terrain boueux à Xi'an se sont rapidement transformées en quelque chose de proche d'un pèlerinage national. Lorsque le musée a ouvert en 1979, des millions étaient déjà captivés. Depuis lors, plus de 150 millions de personnes l'ont visité, soit en moyenne 5 millions par an, même pendant les saisons creuses. Mais ce n'était pas seulement une fascination locale. En 1987, l'UNESCO a officiellement ajouté le complexe du mausolée à sa liste du patrimoine mondial, reconnaissant sa combinaison unique d'art, d'histoire et d'ingénierie. Et lorsque de petits groupes de guerriers ont été envoyés à l'étranger pour des expositions itinérantes, de Wellington à Liverpool, le buzz mondial a suivi. Une exposition de 2018 au Royaume-Uni a rapporté environ 78 millions de livres sterling à l'économie locale. Rien que cette année, une exposition de 2 mois en Australie occidentale devrait injecter 37 millions de dollars américains en recettes touristiques. L'effet d'entraînement a atteint bien au-delà des musées. Des artistes du monde entier se sont inspirés de ces visages en argile solennelle, chacun unique, légèrement asymétrique, plein d'expressions. Les historiens ont dû repenser le moment où le portrait en grand format a réellement commencé. Les sculpteurs modernes empruntent le même regard pour explorer l'identité et le pouvoir, tandis que les développeurs de jeux rendent ces guerriers dans les moindres détails pour un public qui ne mettra peut-être jamais les pieds dans une galerie. En même temps, des laboratoires à Pékin, Berlin et São Paulo travaillent ensemble, échangeant des données de scan et des échantillons de pigments, pour affiner comment nous conservons et restaurons l'art ancien. Mais un rappel brutal est venu avec toutes les célébrations. En 2024, 2 des statues ont été endommagées par un touriste imprudent, déclenchant une sérieuse conversation sur la protection. Depuis lors, des limites plus strictes ont été mises en place, de nouvelles zones tampons, un contrôle des billets plus rigoureux et des améliorations de sécurité. D'autres sites patrimoniaux surpeuplés, de Pompéi à Machu Picchu, étudient maintenant ces mesures de près. Pourtant, ce qui rend l'armée de terre cuite inoubliable, ce n'est pas seulement l'histoire ou la technologie, c'est la façon dont il semble vivant. Regardez dans le visage d'un soldat assez longtemps et vous commencez à vous demander qui il est, ce qu'il était, ce qu'il a vu et pourquoi il a été choisi pour veiller pour l'éternité. Merci d'avoir regardé. À la prochaine dans notre prochaine vidéo.